Donc les rapports de l'estomac avec le péritoine. Je vais utiliser pour illustrer ces rapports deux vues schématiques, une vue antérieure de face et une vue sagittale, une vue de profil d'une coupe sagittale de l'abdomen qui nous permettra de suivre ce péritoine avec ses différents replis sur la paroi, sur les autres organes, et nous permettra de comprendre toute cette loge viscérale, par quoi est en rapport avec notre estomac. Alors une vue schématique, ça va être pratiquement la même, avec une différence, c'est que maintenant j'ai besoin d'éclater mon schéma pour voir les replis péritoniaux. Mon estomac sera tout petit au centre et le reste des structures loin pour permettre à mon schéma de bien vouloir passer le message de l'emplacement de ces structures péritoniales. Donc, les repères vont être les mêmes qu'en haut, c'est-à-dire le haut vers le haut du tableau ou de votre page et le côté droit à gauche de notre tableau. Les repères vont être toujours à la partie supérieure. Vous avez le diaphragme et on met en place directement notre limite inférieure représentée par le côlon, se forme donc d'une succession des eustrations, un aspect moniliforme, et notre estomac, à gauche de la ligne médiane, avec un bord droit, un bord gauche, un pylore auquel fait suite le duodénum ou le cadre duodénal, ces 4 segments dont le dernier est ascendant oblique en haut et vers la gauche et dont la terminaison se fait par cet angle qu'on appelle l'angle duodéno-jejunal. Les autres limites, ce schéma on l'a ouvert, on l'a éclaté, donc notre foie nous l'avons surélevé pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors j'aurai juste la partie inférieure du foie où se trouve son île qui se continue vers le haut. C'est comme si j'ai relevé la face inférieure du foie pour qu'il soit juste en face de vous. Du côté gauche, je vais éloigner, donc éclater mon schéma pour voir la rate de la manière suivante, loin de l'estomac. Vous allez comprendre pourquoi on la met loin. Et bien sûr, le pancréas, toujours présent, et qui épouse la forme du cadre duodénal. On discontinue puisque c'est un rapport postérieur. Voici donc les différentes structures, les mêmes qu'on a sur le schéma en haut, mais nous les avons écartées de l'estomac pour voir les différents replis de notre péritoine. Vous le savez, le péritoine, je vais, si vous le permettez, comme on a l'habitude de faire, utiliser toujours le péritoine, c'est une structure séreuse avec du tissu conjonctif. Et donc, on a l'habitude de l'utiliser, la couleur verte comme étant une couleur conventionnelle. Tout ce qui est pariétal, j'utiliserai le vert foncé. Et tout ce qui est viscéral, j'utiliserai le vert un peu plus clair. Donc, notre péritoine se déploie sur les parois de l'abdomen, en particulier ici, représenté par le diaphragme en haut, avant d'aller sur les différentes viscères. Ce péritoine
qui prend maintenant une coloration verte claire, va couvrir toute la face antérieure de l'estomac, comme je suis en train de le doubler. Bien sûr, toute cette face est recouverte par le péritoine viscéral. Nous allons voir sur une autre vue la face postérieure. Et ce péritoine de l'estomac se continue par des prolongements, des replis péritoniaux sur les organes ou avec le péritoine viscéral des organes du voisinage. C'est-à-dire que du côté gauche, notre péritoine viscéral va envoyer un repli qui va être en continuité avec le péritoine viscéral de la rate. Et ce repli qu'on représente ici comme cette étoffe de péritoine, comme ce voile de péritoine avant d'arriver à la rate, il livre passage à des éléments nourriciers, et en particulier à la principale artère, qui est l'artère splénique. Je représente ici juste sa partie terminale. Donc c'est un repli porte-vaisseau nourricier, c'est un épiplon comme nous l'avons défini dans le premier chapitre. Tout repli péritonial entre deux viscères qui contient dans son épaisseur une artère ou des vaisseaux nourriciers est un épiplon ou un omentum en latin. Donc nous avons ici le premier, la continuité entre le péritoine viscéral et celui de l'estomac et celui de la rate, le repli que représenté par l'épiplon gastro-splénique puisqu'il est entre les deux organes, estomac et la rate. Du côté droit, on va avoir la même chose. Nous avons déjà vu lors du développement embryologique que le foie est un organe presque, je dis bien presque entièrement péritonisé. Il a donc un péritoine viscéral qui entoure le hile par lequel pénètrent ou sortent les structures vasculaires et lymphatiques. Et ce péritoine de foie se continue avec celui du bord droit de l'estomac par ce dédoublement, ce voile péritonial placé dans un plan presque frontal, légèrement dévié vers l'arrière, la droite et l'arrière, c'est l'épiplon gastro-hépatique. Pourquoi épiplon? Parce que justement, dans son épaisseur, nous avons un certain nombre de vaisseaux qui remontent vers le foie. Nous avons, nous le verrons en plus en détail, la veine porte. Vous avez également l'artère qui va nourrir les cellules hépatiques et vous avez les sécrétions hépatiques qui sortent du foie et qui vont aller plus loin, nous le verrons. Donc, dans son épaisseur, vous avez également des vaisseaux nourriciers ou des vaisseaux tout courts et par conséquent, c'est un épiplon, c'est l'épiplon gastro-hépatique. Plus bas, notre péritoine, bien sûr, il a recouvert la partie antérieure du pancréas, puisqu'il est rétropéritonéal, et que notre côlon qui va limiter l'espace dans lequel on travaille actuellement, cet espace est représenté par la limite inférieure qui est le côlon transverse, et il est relié à la paroi par un péritoine viscéral d'accord, péritoine viscéral, lui aussi relié à la paroi postérieure, par quoi? Eh bien, par le méso du côlon transverse, le mésocolon transverse, qui va se terminer sur une racine
situé derrière l'estomac, et puis en avant du duodénopancréas, il va aller plus loin. Rappelez-vous, cette racine, c'était l'accolement de notre péritoine ou du méso du duodénum, ou du méso donc de l'intestin terminal, pardon, mais c'était un accolement qui a été fait sur le duodénopancréas déjà accolé. Et par conséquent, notre côlon transverse est resté à l'intérieur de la cavité péritonéale. Donc, sous l'estomac, nous avons sous forme d'un hamac, une étoffe péritoniale, un repli péritonéal qui est dans un plan transversal, qui relie la face antérieure du duodénopancréas par cette racine. Il la relie avec le côlon transverse. Par ailleurs, ça c'est le plan horizontal, mais entre l'estomac en haut, ou le bord inférieur de l'estomac si vous voulez, il n'a pas de bord antérieur, mais c'est la continuité de la grande courbure, entre cette continuité de grande courbure et notre côlon transverse, vous avez un repli péritonial qui va descendre plus bas, je le mets en... qui va donc dédoubler le péritoine viscéral et qui descend plus en bas. Tout le bord ou la partie inférieure envoie donc ces prolongements, ce dédoublement péritonial en vert foncé vers notre côlon transverse et se continue en bas sans aucune limite, se forme d'un tablier libre. C'est comme le tablier de cuisine, un tablier libre. Il est relié en haut à la partie inférieure de la courbure, descend en bas, prend des attaches avec le côlon transverse qui est intrapéritonéal et se continue plus bas, se forme d'un tablier libre qu'on appelle le grand omentum ou le grand donc épiplan. Grand épiplan, comme tout péritoine, il a les mêmes fonctions. Il est riche en vaisseaux, il sécrète, il a un rôle dans la défense immunitaire. C'est pratiquement une réserve péritoniale de défense de l'organisme, mais aussi utilisé plus tard, vous allez le voir, dans certaines chirurgies de compensation, quand on a besoin d'une structure hypervascularisée, qui a ses moyens de défense, on peut le prendre sans aucun problème et le greffer ailleurs. C'est donc ce grand épiplan. Retenons-le maintenant comme étant un tablier libre qui peut être une source, une réserve pour d'autres utilisations dans le corps humain. Donc, voici notre estomac au centre, entouré, il est complètement recouvert par le péritoine viscéral, qui envoie des prolongements un peu partout. À gauche, un prolongement qui porte vaisseau, les vaisseaux nourriciers pour la rate, c'est l'épiplan gastro-splénique. À droite, un prolongement qui va vers le foie et qui également porte les vaisseaux nourriciers du foie, c'est l'épiplan gastro-hépatique. On l'appelle également le petit épiplan. Petit épiplan. En bas, c'est un prolongement péritonéal qui va former une sorte de péritoine ou sorte de épiplan gastrocolique, mais qui se continue plus loin que le côlon transverse, se forme d'un tablier libre qu'on appelle le grand omentum. Il reste la partie haute, vous savez, l'estomac, nous l'avons vu, ces structures, il est riche en cellules musculaires, en fibres musculaires plutôt, fibres musculaires qui forment 3 couches. Il se contracte dans tous les sens. Et il a besoin de ces contractions, de cette mobilité pour justement morceler et faire le brassage des aliments à l'intérieur, pour les préparer au traitement chimique. Eh bien, cet estomac très mobile, il garde sa stabilité grâce à quoi? Grâce d'abord à sa continuité avec le tube digestif, mais surtout à ses prolongements péritoniaux avec les organes de voisinage. Et parmi ces prolongements,
le plus important, le plus solide, c'est le prolongement entre le fundus et le diaphragme en haut. C'est ce qu'on appelle le ligament suspenseur de l'estomac. C'est le plus important, c'est ce que maîtrise donc notre estomac. Alors, je reprends donc les rapports péritoniaux sur ce schéma. Estomac à gauche de la ligne médiane, presque, je dis bien presque, je vous expliquerai pourquoi sur l'autre vue qu'on va le faire, presque entièrement péritonisé. Il se continue, son péritoine se continue avec les organes de voisinage qu'on a vus dans le schéma précédent qui forment une sorte de loge. Eh bien, cette loge a des continuités grâce au péritoine. Le péritoine forme un prolongement à gauche qu'on appelle l'épiplon gastro-splénique. Du côté droit, entre le bord droit de l'estomac ou la petite courbure et le foie, nous avons le petit omentum ou le petit épiplon. Vers le bas, la grande courbure se continue avec le côlon transverse par le ligament, puisque pour le moment, il a le rôle d'un ligament, un dédoublement, on verra qu'il va y avoir des vaisseaux également, c'est donc un épiplon gastrosplénique. Pour le moment, appelons ça ligament gastrocolique, lequel ligament gastrocolique se continue, on l'a dit, par le tablier libre péritonial, qui est donc riche en vaisseaux et qu'on appelle le grand omentum, ou le grand tablier épiploïque, ou le grand épiplon. Tous des noms qui veulent dire la même chose. Et en haut, nous avons le ligament suspenseur de l'estomac. Voici donc ces rapports péritoniaux sur une vue de face. Comment ils sont, ces péritoines, ces dédoublements sont déployés en arrière de l'estomac. Pour cela, il va falloir se mettre à droite de l'estomac, de telle manière à pouvoir regarder ce qui est l'estomac en avant et ce qui est en arrière, et donc on verra l'ensemble. Le seul moyen, c'est de couper notre abdomen au milieu, c'est-à-dire une coupe sagittale, médiane de l'estomac, puisque tout l'estomac est à gauche, on ne perdra rien. Donc on fait une coupe sagittale médiane de l'abdomen ou de l'espace sus-mésocolique, et on va faire une vue droite de cette coupe, c'est-à-dire comme si on a notre œil, de cette manière-là, on est en train de regarder notre abdomen en coupe sagittale. Toujours on est, je vous rappelle, dans les rapports péritoniaux. Les rapports viscéraux, c'est simple, ce schéma nous a donné l'ensemble. Maintenant, les rapports péritoniaux, nous avons vu comment ils sont déployés de face. On va le voir sur une vue de profil. Là, j'aurai besoin d'espace et donc je vais me faire cet espace en enlevant le schéma des viscères, vous les connaissez maintenant. Donc notre schéma va être une vue droite d'une coupe sagittale
de l'espace sus-mésocolique ou de l'abdomen, montrant les rapports péritoniaux de l'estomac. Ça va être d'autres repères, bien sûr, avec la partie postérieure et le haut. Vue schématique, droite d'une coupe sagittale de l'abdomen, montrant les rapports péritoniaux de l'estomac. Alors la partie postérieure est à gauche de mon tableau. Je vais la représenter par la ligne médiane, représentée ici par le rachis qui présente une syphose thoracique, comme vous le savez, une lordose lombaire. En avant, ça va être une représentation de mon sternum en coupe, dont vous connaissez les détails des structures osseuses, et le diaphragme, qui sépare thorax et abdomen, avec ces piliers qui descendent jusqu'à L1 et L2. Vous avez déjà étudié le diaphragme, je ne vais pas revenir en arrière. Paroi abdominale, on peut la représenter de cette manière-là. Et donc, les structures du tube digestif sont placées comme suit, avec un œsophage abdominal, court, suivi d'une des différentes courbures de l'estomac, dont la courbure inférieure est ici présente. En arrière, vous avez l'aorte abdominale, qui est un repère toujours présent. Et vous avez notre duodénopancréas, c'est-à-dire notre cadre duodénal qui est coupé sagittalement. Et vous savez, quand on coupe sagittalement, on va passer par la partie haute qui est presque horizontale en haut et la partie troisième segment qui est horizontale en bas. Et entre les deux, vous avez le pancréas qui épouse, on l'a dit et répété, le cadre duodénal à la manière d'une jante autour, donc d'un pneu autour d'une jante d'une roue. Il est situé en arrière, plus au fond, c'est une vue, plus au fond, vous allez voir le reste de ces éléments, c'est-à-dire plus loin, je les mettrai en pointillé. Normalement, vous avez le rein gauche qui est derrière et qui est à gauche de la ligne médiane. Ce qui fait, pour rapport à notre schéma, comme s'il est situé derrière le tableau. Et donc, je le mets en place ici, juste pour garder les mêmes rapports dont on a parlé, les mêmes rapports viscéraux, et cela va vous donner une idée sur le déploiement du péritoine, aussi bien le péritoine pariétal que le péritoine viscéral, entre ces différentes structures. Nous sommes dans l'étage sus-mésocolique. Ce qui délimite l'étage sus-mésocolique, c'est bien le côlon transverse, qui est situé transversalement, ici en coupe sagittale, en bas et légèrement en avant de l'estomac. Le péritoine maintenant, comment il est déployé? Vous avez le péritoine pariétal qui entoure la paroi abdominale sur laquelle je ne vais pas revenir puisque vous l'avez étudié, formé par les différents muscles et les téguments. Ce péritoine se déploie sur le diaphragme avant de descendre en vert clair sur la face antérieure de l'estomac. Il se poursuit derrière l'estomac
jusqu'à la partie haute du fundus. Quand il arrive, ce péritoine viscéral postérieur, quand il arrive au niveau du fundus, il va se replier sur la paroi postérieure avant de finir la couverture de cette face. C'est pour cela que je dis l'estomac est presque, je dis bien presque, entièrement péritonisé. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en fait entièrement péritonisé. Cette partie postérieure du fundus reste libre de toute couverture péritoniale. Alors, le péritoine postérieur se déploie, formant une sorte de toit. C'est ce qu'on appellera plus tard la faux. Et il va s'attacher, bien sûr, il va se continuer avec le péritoine pariétal postérieur. Pariétal postérieur, il passe en avant du duodénopancréas et se continue plus bas. En vert foncé, c'est le péritoine pariétal postérieur. Notre côlon transverse, nous l'avons vu, il est resté après la rotation de la première anse primitive et sa réintégration dans la cavité abdominale du fœtus de 10 semaines ou de l'embryon de 10 semaines. Il est resté entièrement péritonisé et il est doté d'un méso qui a été collé sur un organe déjà collé et par conséquent il n'a pas exclu le côlon transverse en dehors de la cavité périnée, il l'a gardé et sa racine, la racine de son méso se colle sur le péritoine pariétal postérieur. Et il représente la limite inférieure de ce qu'on a appelé l'arrière-cavité des épiplombs. Le péritoine continue son développement vers le bas, et c'est là où il va donner ce qu'on venons de voir sur la vue antérieure, un récessus, comme un doigt de gant, une sorte de développement vers le bas, qui va prendre attache avec le péritoine du côlon transverse, et se continue plus bas, se forme d'un tablier libre. C'est ce qu'on a appelé le grand omentum. Donc, ce grand tablier libre va devenir la partie la plus antérieure de la cavité abdominale sous-mésocolique. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'était une sorte de réserve vasculaire, réserve immunitaire, de défense immunitaire. Et donc, le développement de ce récessus, de ce doigt de gant qui est allé plus loin, a contracté des rapports avec le côlon transverse et a formé ce qu'on a appelé le ligament gastro-colique. Nous verrons qu'il va être envahi par des vaisseaux de part et d'autre, des vaisseaux venant essentiellement des vaisseaux du côlon, des angles coliques, et certains peuvent l'appeler également l'épiplomb gastro-colique. Donc, voici la situation de notre péritoine. De face, c'est une sorte d'araignée qui envoie ses prolongements à droite, à gauche, en bas et en haut pour s'agripper à tous les viscères ou même à la paroi si on désigne le ligament suspenseur. Et sur un plan sagittal, ce péritoine va délimiter une grande cavité libre qui se continue avec la cavité donc péritoniale sous-mésocolique et une arrière-cavité dont les limites sont comme suit: antérieure par le péritoine postérieur de l'estomac, postérieur c'est le péritoine pariétal postérieur. Et donc, si je reviens aux rapports viscéraux que nous avons déjà vus, moi j'ai enlevé le schéma, mais vous l'avez déjà pris, ces rapports sont contractés, ou l'estomac contracte ces rapports, pas directement, mais par l'intermédiaire de ces replis péritoniaux. C'est-à-dire que, regardez, le rein, ou le pôle supérieur des reins, il est en rapport avec l'estomac par l'intermédiaire de l'arrière-cavité des épiplombs.
Le pancréas, pareil, il est en rapport avec la face postérieure, pas directement, mais par l'intermédiaire de l'arrière-cavité des épiplombs. Je vous rappelle qu'on a déjà vu que l'arrière-cavité des épiplombs n'est pas une cavité large comme on le fait ici, sur le schéma. Nous l'avons dans un but didactique élargi, on l'a montré, mais c'est une cavité virtuelle, mais libre. On peut passer notre main. Les chirurgiens peuvent aller chercher, avec leurs mains, des particules, des ganglions, des collections à ce niveau-là. Quand on a une collection qui soit purulente, qui soit liquidienne ou tout, il peut aller se balader dans cette arrière-cavité. Donc c'est une cavité virtuelle, les parois sont proches, mais c'est une cavité qui est libre et qu'on peut explorer. En passant comment? En passant, je vais revenir à votre schéma au départ.